je vais reprendre et cette fois en venir exclusivement à nos poèmes de 1870 en essayant de vous proposer deux types d'approches. Une approche, j'y ai déjà insisté, qui serait d'ordre épistolaire, c'est-à-dire qui consisterait avec les élèves à envisager les poèmes tels qu'ils sont joints aux lettres que Rimbaud adresse à ses correspondants en 1870. Et puis une approche plus thématique, plus classiquement thématique. J'ai dit tout à l'heure combien cette liberté dont nous jouissions avec les 22 poèmes était aussi une invitation à la recomposition des ensembles. C'est ce que je vais faire ici. Alors prenons d'abord la lettre, pour l'approche épistolaire, la lettre à Théodore de Banville, lettre importante. C'est la lettre de ce que le damné de Nuit de l'Enfer, dans une saison en enfer, appellera les nobles ambitions. C'est la lettre des nobles ambitions, l'amour de la poésie, l'ardent désir d'être publié. Et cette lettre est accompagnée de 3 poèmes. Je prends les titres de vos éditions, pas ceux de la lettre, sur lesquels je vais dire maintenant quelques mots. Trois poèmes qui sont intéressants parce que donc Sensation, Soleil et chair et Ophélie, parce qu'ils représentent les 3 versants de la production de cette année. La projection de fugue dans ce que Rimbaud appellera, dans une lettre à Isambard, la liberté libre, l'exercice parnassien, avec Soleil et chair, et puis l'exercice scolaire, avec Ophélie. D'abord, Sensation. Alors, est-ce que je l'ai mis Sensation ici? Voilà. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picotés par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Poème composé de 2 quatrains d'alexandrin et texte remarquable par sa simplicité, par le contact direct qu'il prône avec la nature. Ici, le singulier du titre est important, c'est Sensations au singulier et non pas au pluriel. Contact plus direct. Et c'est par ailleurs la célébration, par anticipation, d'une liberté future. Rimbaud s'y place dans un état de disponibilité intérieure, qui est aussi un des apprentissages des tourments familiaux, au profit d'un apprentissage amoureux. Amour qui concerne plusieurs sphères, la femme, mais aussi la nature. On pourrait commenter à cet égard le mouvement d'expansion rythmique des 2 derniers vers, j'irai loin, bien loin, comme un bohémien avec sa diérèse marquée, par la nature et son enjambement, heureux comme avec une femme. Comme très souvent, dans ces poèmes de 70, les intertextes sont présents, visibles. Ici, c'est le poème de Hugo, Demain dès l'aube, qui sert sans doute d'intertexte principal. C'est aussi Sensation, un beau poème de la nature qui peut ouvrir à un autre groupement thématique sur les ambivalences de la nature dans les poèmes de 70. Sensation présente globalement une nature accueillante. La nature est aussi, on va le voir, funèbre dans Ophélie. Poème qui associe la nature, la folie, la mort. Il y a la nature ambivalente du Dormeur du Val, bien sûr, la nature tombeau. Et puis celle d'un sonnet comme Le Mal. Vous avez cette belle exclamation, nature, dans l'herbe, dans l'été, dans ta joie, ô toi qui fis ces hommes saintement. Donc, plusieurs des poèmes de 70 peuvent prendre cet étendard-là, si je puis dire, celui de la nature. Deuxième texte de cette lettre à Banville, Soleil et chair. Soleil et chair, on peut dire que Rimbaud ne l'envoie pas par hasard à Banville, et qu'on a là un exercice de style parnassien qui rappelle aussi le poème philosophique de Lucrèce. Dans sa première version, qui s'intitule Credo in unam, point de suspension, le poème affirmait un credo païen, parodie évidente du credo chrétien, Credo in unam sanctam catholicam ecclesiam.
Alors, lisons peut-être un peu une partie, parce que le poème est long, de Soleil et Chair. Nous sommes vers 9 et suivant. Ô Vénus, ô déesse, je regrette les temps de l'antique jeunesse, des satyres lascifs, des faunes animaux. Dieu qui mordait d'amour l'écorce des rameaux, et dans les nénuphars baisait la nymphe blonde. Je regrette les temps où la sève du monde, l'eau du fleuve, le sang rose des arbres verts, dans les veines de Pan, mettait un univers, où le sol palpitait, vert sous ses pieds de chèvre, où, baisant mollement le clair syrinx, sa lèvre modulait sous le ciel le grand hymne d'amour. Alors, j'ai choisi ce passage qui commence par une invocation ô Vénus, ô déesse, invocation qui scande en partie ce long poème, qui en passe par des formules opposant le monde païen et le monde chrétien. Je crois en toi, Aphrodité marine. Oh, la route est amère depuis qu'un autre Dieu nous attelle à sa croix. Les modèles de Soleil et Chair sont très nombreux. Hugo, éventuellement, dans la légende des siècles, le Musset de Rolla. Je regrette le temps de l'antique jeunesse, dans le passage que je viens de lire. Mais comme toujours, il y a aussi une distance critique, évidemment, de Rimbaud par rapport à ses modèles. Et il faut aussi mentionner le destinataire même de la lettre, qui est Banville, qui a publié un recueil en 1867. Banville qui est connu, qui est resté plutôt pour les odes funambulesques de 1857, mais qui a aussi publié quantité de recueils par la suite, dont Les Exilés, plus proche des poèmes que compose Rimbaud en 1867, dont vous pourriez faire découvrir un... Ah, là je vais beaucoup trop vite. Voilà, faire découvrir aux élèves un extrait. Ces Exilés proposent plusieurs poèmes dont la thématique de Soleil et Chair est proche, notamment le poème d'ouverture et le poème de clôture du recueil. L'exil des dieux et le festin des dieux. Exil pour commencer, festin des dieux pour clore le recueil. Voici quelques vers de l'exil des dieux. Et il y a tout un travail intertextuel à mener avec les élèves, je crois, autour de ces textes de 1870, intertextuels, ou alors raisonnons plutôt en termes simplement d'écho, plus généralement. Ce sont eux les grands exilés, les dieux, ô misérables, les chênes accablés par l'âge et les érables les plaignent. Les voici Zeus, Apollon, Aphrodité, marchant pieds nus, et son talon a, alors sans accent, la blancheur d'un astre et l'éclat d'une rose. Athénée, dont jadis dans l'éther grandiose, le clair regard, luttant de douceur et de feu, était l'intensité sereine d'un ciel bleu. Érée, Dionysos, Héphaïstos, triste et grave, et tous les autres dieux, foulant la terre esclave, s'avancent. Tous ces rois marchent sans bruit. Ils marchent vers l'exil, vers l'oubli, vers la nuit, résignés, effrayants, plus pâles que des marbres, parfois heurtant leur front dans les branches des arbres, et tandis qu'ils s'en vont, troupeaux silencieux, la fatigue d'errer sans repos sous les cieux arrache des sanglots à leur bouche divine, et des soupirs affreux sortent de leur poitrine. Alors, j'ai cité ce poème, on aurait pu en citer d'autres dans Les Exilés, mais ça permet aussi de situer cette production de Rimbaud, parce qu'une des conséquences des phénomènes que j'ai parcourus tout à l'heure, de la lecture de Rimbaud, du statut qui lui a été progressivement accordé au XXe siècle, c'est qu'on peut avoir aussi le sentiment que cette poésie moderne n'existe que de Baudelaire, de Rimbaud, de Mallarmé, de Verlaine, ce qui n'est pas du tout le cas. Parmi les poètes qui imitent Rimbaud, dont il s'inspire ou avec lesquels il dialogue, il y a aussi quantité de magnifiques textes à faire découvrir aux élèves. Alors, il y a des changements d'une version de Credo in Unam, entre Credo in Unam et Soleil et Chair. Le côté hymne à la nature est plus prononcé encore dans Soleil et Chair. Le panthéisme est plus accusé. Et
Je noterai aussi que c'est un poème où se donne déjà à voir ce que le bateau-ivre appellera, dans un vers fameux, la circulation des sèves inouïes. C'est déjà un poème de la circulation des sèves inouïes. Troisième texte de cette lettre à Banville, Ophélie, cette fois un exercice scolaire dont le sujet a été donné par Isambard en classe de rhétorique, et qui s'inscrit dans une vogue que connaît alors la figure shakespearienne, figure que l'on a envie de qualifier, pour emprunter au vocabulaire de l'histoire de l'art, de pré-raphaélite. Alors c'est un poème qui comporte 3 sections, déséquilibrées. Les 2 premières sont plus longues que la dernière, et qui travaille un parallèle entre la figure d'Ophélie et la figure du poète. Alors c'est un poème qui est souvent négligé, mais qui de ce point de vue n'est peut-être pas sans importance, car c'est l'un des meilleurs exemples dans le corpus de 1870 de la place qui est faite à la vue. Rimbaud, vous le savez, est le poète voyant, le poète qui a mis particulièrement la vue à l'honneur et toutes ses déclinaisons. Donc un poème déjà de la vue, et qui a une dimension métapoétique que l'on perçoit dans la différence de traitement énonciatif, notamment entre les sections, et dans l'emploi central de l'adresse directe. Je vous ai mis quelques quatrains ici d'Ophélie. Je vais peut-être lire les 2 derniers. C'est que la voix des mers, folles, immenses râles, brisait ton sein d'enfant, trop humain et trop doux. C'est qu'un matin d'avril, un beau cavalier pâle, un pauvre fou s'assit muette à tes genoux. Ciel, amour, liberté, quel rêve aux pauvres folles. Tu te fondais à lui comme une neige au feu. Tes grandes visions étranglaient ta parole, et l'infini terrible effara ton œil bleu. J'ai choisi ces vers justement pour illustrer ce penchant pour la vue, la vision, ici même. Ophélie, poème aussi, visionnaire. Dramatisant cette adresse centrale, en crescendo de l'émotion, avec une dernière section, je le disais, qui est plus courte, comme si l'intensité de cette section centrale, dont j'ai lu ici une partie, comme si cette intensité avait provoqué une sorte d'exténuation de la parole à la fin du poème, en accord avec le recueillement qu'appelle la figure d'Ophélie. Alors on avait rencontré dans Soleil et chair une Vénus dont on peut dire qu'elle est solaire, déesse principale du poème. On a ici une figure plus lunaire avec Ophélie, et on peut aussi mesurer à cet égard la solidarité des 3 poèmes, la façon dont ils dialoguent ensemble. Rimbaud n'envoie pas ses échantillons au hasard au maître Banville, au-delà de ce clair-obscur avec Soleil et chair. Donc c'est toute la veine de la poésie voyante qu'annonce le poème. Veine de la poésie voyante qu'on trouve dans Le bateau ivre, qu'on trouve dans un autre poème de 1871 qui le précède de peu, qui est Les poètes de 7 ans, où le jeune poète de 7 ans, dans ses yeux fermés, voyait des points. Ça donne à des jeux enfantins qui lui permettent de déformer sa vision sur le monde et qui préfigurent dans ce poème de la naissance d'une vocation de poète, la façon dont le poète de 16-17 ans, lui, s'intéressera au travail de la vision, de l'hallucination. Hallucination présente également dans Une saison en enfer, notamment dans Alchimie du verbe. Voilà pour la première lettre. Autre lettre intéressante à travailler, c'est celle du 25 août 70, dont j'ai lu un extrait tout à l'heure. Lettre qui est accompagnée d'une première version des réparties de Nina, dont je vais dire quelques mots, poème boudé par la critique, dont Yves Bonnefoy considérait qu'il était le plus mauvais poème de Rimbaud. C'est peut-être excessif, c'est en effet pas le poème que l'on retient le plus volontiers, pas un poème que j'apprécie, moi, à titre personnel, particulièrement non plus, mais je voulais en dire quelques mots parce que ça permet aussi de sortir de certaines ornières. On considère ce corpus, ces poèmes connus, parfois trop connus.
Ta poitrine sur ma poitrine, nous irions, ayant de l'air plein la narine, aux frais rayons du bon matin bleu qui vous baigne, du vin de jour. Quand tout le bois frissonnant saigne muet d'amour, de chaque branche goutte verte, des bourgeons clairs, on sent dans les choses ouvertes frémir des chairs. Un poème composé de quatrains, hétérosyllabiques, même schéma, 8-4, 8-4, à rimes alternées. C'est pas si fréquent dans la production du Rimbaud de 1870. Vous avez un autre poème hétérométrique qui est Rêver pour l'hiver, pour 1870. C'est un dialogue, enfin un poème qui reproduit un dialogue sentimental où la Nina du titre s'exclame après une déclaration enflammée de lui et mon bureau, hein, peut-être sans doute l'employé de bureau dont on peut imaginer que Nina est la maîtresse. Donc c'est une déclaration d'amour enflammée qui se finit de façon un peu banale en scène de meurtre. Le poème comporte 2 parties égales dans la version qui est la nôtre, celle qui s'intitule non pas ce qui retient Nina, mais les reparties de Nina. 2 parties. D'abord, une invitation fougueuse à une promenade amoureuse, avec de nombreux sous-entendus sexuels. Et puis une autre partie qui décrit le retour des amants, lassés, heureux, dans un village, le soir. Poème où l'on peut étudier la force des sensations vives et colorées, des évocations imagées aussi de la nature physique, corporelle, végétale. Hein, j'ai lu ces vers, ta poitrine sur ma poitrine, nous irions, ayant de l'air plein la narine, aux frais rayons du bon matin bleu, etc. Alors, toutes ces choses ouvertes dont il est question dans le poème, choses ouvertes aux chairs frémissantes, disent un désir sexuel, désir naissant, et une sexualité heureuse ici, exaltée par la participation complice de toute la nature, participation facile, heureuse. Voilà, un autre poème plus inattendu de la nature avec ces réparties de Nina. La nature dans son versant lumineux, dans la production de 1870. Poème que l'on peut aussi traiter, je fais d'autres sous-ensembles, avec Rêver pour l'hiver. Alors ça, c'est à la musique. Je n'ai pas reproduit Rêver pour l'hiver. Pas forcément nécessaire que j'en dis simplement quelques mots. Hein, ce poème qui commence par « L'hiver, nous irons dans un petit wagon rose ». Peut-être en lire quelques vers. Voilà. Alors là, j'ai l'édition GF sous les yeux. Simplement peut-être les 2 premiers quatrains. L'hiver, nous irons dans un petit wagon rose avec des coussins bleus. Nous serons bien. Un nid de baisers fous repose dans chaque coin moelleux. Tu fermeras l'œil pour ne point voir par la glace grimacer les ombres des soirs, ces monstruosités hargneuses, populaces de démons noirs et de loups noirs. Lisons la fin aussi. Puis tu te sentiras la joue égratignée, un petit baiser comme une folle araignée te courra par le cou, et tu me diras « cherche » en inclinant la tête, et nous prendrons du temps à trouver cette bête qui voyage beaucoup. Un sonnet donc plus tardif, hein, comme tous les sonnets du Rimbaud de 1870, j'en dirai un mot tout à l'heure, sonnet irrégulier, sonnet que l'on appelle libertin, dont les quatrains sont construits sur plus de 2 rimes, donc, avec des rimes croisées. Sonnet au ton apparemment léger et badin, hein, avec la description qui oppose un intérieur douillet, rose et bleu, et un extérieur menaçant, avec sa populace de démons noirs et de loups noirs. Comme dans beaucoup de ses premiers poèmes, vous retrouveriez cette caractéristique dans Roman, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans,
Comme dans beaucoup de ses premiers poèmes, donc, Rimbaud prête au locuteur masculin une naïveté d'expression dans le sentiment amoureux qui se manifeste souvent dans la référence à l'univers enfantin, lui aussi très présent dans ses poèmes de 70. C'est une constante, hein, dans un tout autre registre. On retrouvera cet univers enfantin, on le retrouve dans un sonnet, à mon avis important, du corpus, qui est l'éclatante victoire de Sarrebruck, dont je parlerai tout à l'heure. On a pu voir aussi discrètement, peut-être un peu forcé ici, certaines préoccupations sociales discrètes dans la mention, avec ce terme de la populace, hein, qui est employé par Rimbaud, qui surgit au milieu du nid de baisers fous. Bon. En tout cas, voilà, c'est un poème qu'on peut étudier de concert avec les réparties de Nina, qu'on peut aussi intégrer, pourquoi pas, dans ce que j'appellerai tout à l'heure, ou ce que Pierre Brunel appelle le cycle de l'Aise, avec au cabaret vert, au cabaret vert, La Maline, Ma Bohème. Pourquoi pas intégrer aussi Rêver pour l'hiver, si vous faites un groupement de textes de ces poème de l'Aise et de la Fugue, puisque le poème est écrit en wagon. C'est ce qui est écrit à la fin du manuscrit, en wagon. Alors pour en revenir aux réparties de Nina, hein, on peut souligner en tout cas que au-delà même de ce poème, il y a aussi donc un Rimbaud naïf qui transparaît. Alors naïf, hein, j'emploie le terme à dessein, évidemment, non pas du tout en mauvaise part. Un Rimbaud du regard neuf posé sur le monde, celui des joies simples, enchanté aussi des premiers bonheurs de la sexualité, hein, et qui transparaît, je crois, bien dans ce poème. La lettre à Isambard est intéressante aussi parce qu'elle est en lien, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je vais tuer le suspense, avec un autre poème d'une autre importance qui est à la musique, qui est rédigé avant, le 25 août 1870, en juin sans doute, mais qui communique, on l'a dit, avec les préoccupations exprimées dans cette lettre. Poème satirique, donc à la musique, dont je vous lis quelques strophes. Sur la place taillée en mesquine pelouse, square où tout est correct, les arbres et les fleurs, tous les bourgeois poussifs qu'étranglent les chaleurs portent les jeudis soirs leurs bêtises jalouses. L'orchestre militaire au milieu du jardin balance ses shakos dans la valse des fifres. Autour, au premier rang, parade le gandin. Le notaire pente à ses breloques à chiffres. Des rentiers à lorgnon soulignent tous les couacs. Les gros bureaux bouffis traînent leurs grosses dames, auprès desquelles vont, officieux cornac, celles dont les volants ont des airs de réclame. Sur les bancs verts des clubs d'épiciers retraités, qui tisonnent le sable avec leur canne à pomme, fort sérieusement discutent les traités, puis prisent en argent et reprennent, en somme. Alors, la diérèse sur l'adverbe n'est pas innocente, hein. Sérieux, c'est le mot d'ordre du bourgeois pour la bohème du XIXe siècle, pas seulement pour la bohème. Si vous pensez à un très beau roman de Villiers de l'Isle-Adam qui est L'Ève future, dans L'Ève future, hein, lorsqu'il y a une très violente critique anti-bourgeoise au début du roman, et où il dit que les bourgeois doivent être de ces êtres qui se réveillent la nuit en disant sérieux, notamment. Donc, l'adverbe ici est vraiment porteur aussi d'une tradition. À la musique, donc, un des poèmes les plus intéressants, sans doute, je crois, à étudier avec les élèves, parce qu'il permet d'étudier les mécanismes de la satire, tout en offrant un tableau aux élèves de la situation politique de la France en amont et en aval de la guerre de l'été 70. Donc c'est ce qui permet un poème par lequel on peut entrer dans les circonstances de composition de notre ensemble. Et je m'appuierai pour les quelques considérations qui vont suivre sur l'étude la plus serrée qui a été donnée du poème, qui est celle de Steve Murphy, grand spécialiste de Rimbaud, qui a beaucoup fait pour situer historiquement les poèmes de Rimbaud et pour
creuser les préoccupations politiques et sociales qui s'y font jour. Si vous avez des lectures critiques à faire, c'est vraiment de ce côté-ci qu'il faut aller. Pour les poèmes de 70 aussi, Steve Murphy est l'un des premiers à s'être vraiment intéressé aux poèmes de 1870 et aux poèmes aussi ultérieurs, une production sur Rimbaud gigantesque. Alors, on a lu j'ai lu quelques quatrains d'À la musique. Je relis quand même une partie de la lettre du 25 août, qu'on peut vraiment mettre en rapport avec ce qui a été avec les vers. Parce qu'elle voit pérégriner dans ces rues 200 ou 300 de piou-piou. Voilà, non, c'est la fin qui m'intéresse ici. C'est effrayant, les épiciers retraités qui revêtent l'uniforme. Ils ne l'ont pas encore revêtu dans le poème, mais ils sont prêts à le faire. Ils discutent des traités. C'est épatant comme ça, du chien, les notaires, les vitriers, les percepteurs, les menuisiers et tous les ventres qui, chasse-peau au cœur, font du patrouillotisme aux portes de Mézières. Ma patrie se lève, moi, j'aime mieux la voir assise. Donc entre cette lettre et le poème à la musique, le contexte a bien changé, mais le jugement sur la benoîte population, lui, s'est en quelque sorte confirmé à la faveur de la guerre. Tous les types qui sont cloués au pilori à la musique font du patrouillotisme pendant l'été 1870. Poème en 9 quatrains, un des rares poèmes longs du corpus, n'en déplaise à des Meunies, dont le premier quatrain est en rime embrassée, pas les autres, et en deux parties bien distinctes. On a d'abord le passage en revue satirique que j'ai lu, des bourgeois poussifs, puis on a le monde de la marge qui est évoqué, celui notamment des voyous. Le long des gazons verts ricanent les voyous, dit-on parmi les derniers quatrains. Et c'est aussi un texte qui dialogue de façon serrée avec un autre poète qui s'appelle Albert Glatini, poète mort jeune, poète parnassien. Et voilà, plus précisément avec un poème qui s'intitule Promenade d'hiver de Glatini. On peut donner un extrait aux élèves. Dimanche, le soleil dont les pâles rayons nous font renaître encore lorsque nous les voyons, lui dans le brouillard froid et gris. Les cheminées se dressent sur les toits. Je vais lire ici parce que il y a ces indications qui me troublent à la lecture. Dans le brouillard froid et gris. Les cheminées se dressent sur les toits, noirs chaperonnés de tôle, sur la place, écoutant les accords d'un orchestre guerrier, leurs beaux habits dehors, 1000 bourgeois joyeux flânent avec leurs femmes, dont les vastes chapeaux ont des couleurs infâmes, mais qui font cependant plaisir à voir. On sent passer je ne sais quoi de gai, de caressant, dans l'air vif de décembre ébranlé par les cloches. Tout grouille, tout babille, et, les mains dans les poches, moi, je suis doucement les filles aux yeux doux, à qui le rire met de jolis petits trous au visage, et qui vont, alertes et discrètes, cueillir furtivement la fleur des amourettes. La fin est presque démarquée dans le poème de Rimbaud avec une autre visée, mais on trouve dans le poème de Rimbaud « Moi, je suis comme un étudiant sous les marronniers verts, les alertes Fiat. Elles ne disent rien. » Il y a vraiment une très grande proximité de ce texte, du poème de Rimbaud et du poème de Glatini. Alors Rimbaud, que fait-il avec ce poème de Glatini ? Il réorganise son tableau, il donne une détermination locale plus précise, il change aussi le moment, la saison, et il nous présente un tableau social traversé d'antagonisme. Il le fait en empruntant beaucoup à la caricature. Et Rimbaud a une prédilection pour la caricature. Ce n'est pas Rimbaud qui est le premier dans le siècle à avoir cette prédilection. Elle a déjà une longue histoire.
Alors, ce qu'il emprunte à la caricature, c'est la prédilection pour le choix de détails comme symbole. Et puis, c'est aussi l'évocation, larvée dans notre version, mais qui est directe dans la première version du poème, à Monsieur Prudhomme, qui est le type du bourgeois peint par Henri Monnier, qui est un personnage lui-même récurrent de caricature. Alors Rimbaud présente ce tableau social en soumettant les bourgeois à un ordre d'exposition. Ça, c'est une caractéristique qu'on ne trouve pas chez Glatini. On passe ainsi des bourgeois aux gandins, notaires, rentiers, bureaux, dames, épiciers retraités, pour revenir à la fin aux bourgeois dans leur ensemble. Donc toute la classe bourgeoise est jugée. Elle est jugée selon des modalités qui sont selon des courants contradictoires. Dans les quatrains que j'ai lus, ce qui transparaît, c'est une certaine disparate de l'Assemblée, disparate qui est contrebalancée par des facteurs d'homogénéité dans le tableau, facteurs d'homogénéité qui ordonnent la caricature. Notamment, le bourgeois, c'est, pour Rimbaud, pour d'autres, l'homme ou la femme attaché à l'objet, aux fétiches, aux petits objets, aux breloques, notamment. Ça, c'est la première partie du poème. Et puis ensuite, deuxième partie, la topographie sociale change. Et le regard se déplace vers la marge. L'univers, je l'ai dit, de l'étudiant, qu'est le locuteur, l'univers des voyous qui ricanent, et des alertes fillettes qui sont des bourgeoises en devenir dans le poème de Rimbaud. Le jardin lui-même, comme le note Steve Murphy, est un espace symbolique. C'est un espace artificiel, géométrique. La version minimaliste, confiné, étriqué, le bourgeois est étriqué, tous les bourgeois poussifs qui étranglent les chaleurs, eh bien, la version minimaliste des grands jardins aristocratiques. Deux types de sociétés, donc. La société ordonnée, hiérarchisée, des bourgeois poussifs dans la première partie du poème, et puis la société plus marginale de ceux qui sont éloignés du milieu du jardin. Le sujet lui-même n'échappe pas à la caricature. C'est un type, le type de l'étudiant, débraillé comme un étudiant. Et c'est aussi un cliché qui n'a pas vraiment bonne presse. À l'époque parnassienne, le débraillé, c'est une certaine conception de la bohème. C'est l'artiste bohème qui s'éloigne dans les années 1860. Les scènes de la vie de bohème de Henri Murger paraissent en feuilleton dans un petit journal qui s'appelle Le Corsaire Satan, au début des années 1840. Ils connaissent un immense succès. Donc l'apogée du type bohème, c'est les années 1840. Là, on est en 1870. Le type s'éloigne. Et donc l'étudiant, dont on trouverait aussi des figurations chez Balzac dans la Comédie humaine, l'étudiant débraillé, eh bien, c'est aussi synonyme de romantisme naïf, manque d'exigence, peut-être formelle aussi. À la musique, dans sa deuxième partie, c'est aussi un poème du désir. Vous connaissez peut-être cette anecdote. Isambard raconte que Rimbaud lui avait envoyé une première version où le dernier vers était différent de celui que vous pouvez trouver dans vos éditions. « Et mes désirs brutaux s'accrochent à leurs lèvres », alors que Isambard aurait conseillé à Rimbaud, nous dit-il, de changer, d'affadir un peu sa version, et je sens des baisers qui me montent aux lèvres. Ce serait un vers qui viendrait d'Isambard. Mais à la musique, c'est aussi un poème du désir. On a aussi ce vers « Je reconstruis les corps brûlés de belles fièvres ». Ça, c'est un vers, je crois, qui annonce toute une veine de la production de Rimbaud, jusque dans les illuminations. Si vous pensez à un poème comme Barbare, on retrouve dans Barbare, qui est, à mon sens, un des plus grands textes de Rimbaud, cette décomposition du corps, et là, les corps, les sueurs, les chevelures et les yeux flottants. Déjà, en 1870, de façon là très circonscrite, mais on trouve ce désir
de changer la vie, notamment en reconstruisant les corps. Ici, la reconstruction est mentale. Reconstruction donc des corps de fillettes, de ces fillettes qui sont l'objet du désir et qui seront bientôt prises dans un carcan social. Dernier moment de cette approche épistolaire, celle que j'appellerais, le moment que j'appellerais du micro-roman de la fugue de Rimbaud, des fugues de Rimbaud, notamment à partir de la lettre du 5 septembre 1870 adressée à Georges Isambard, que là vous pouvez étudier directement avec les élèves, et une autre lettre adressée au même le 2 novembre 1870. Alors ces fugues, elles sont tellement célèbres que comment un écrivain comme Aragon a commencé son œuvre, Aragon écrit en 1921 son premier roman, Anicet, un roman remarquable, Anicet ou le panorama, bien loin de mythologie communiste à laquelle on associe en règle générale Aragon, mais il a donné le bâton pour se faire battre. Il commence par la rencontre, son œuvre par la rencontre d'un personnage qui dit s'appeler Arthur et être né dans les Ardennes. Bon, c'est Rimbaud. Et cet Arthur fait le récit de ce qu'a été son existence, récit de vie à la première personne. Et il met pas en scène, il raconte notamment ces fugues de l'automne 1870. Et vous pouvez donner, je crois, un extrait, je pourrais vous le communiquer, d'Anicet pour montrer un peu ce que ça donne dans la fiction, le récit, avec un ton un peu voltairien, des fugues de Rimbaud à l'automne 70. Voilà ce que dit Arthur, né dans les Ardennes, sous la plume d'Aragon. Je voyageais d'abord par les routes, mendiant mon pain ou le dérobant de préférence. C'est pendant cette période de ma vie que j'ai appris à me libérer du mensonge de la perspective, à imaginer sur un plan ce que d'autres considèrent sur plusieurs, comme les enfants qui épellent, à ne plus me laisser berner de l'illusion des heures. Mais c'est profond en même temps ce que dit Aragon sur la poétique de Rimbaud. Un beau soir, un peu fatigué de ces panoramas champêtres, je me glissais dans un train et fis, caché sous une banquette pour ne pas payer mon billet, le chemin de C à Paris. J'utilisais le trajet à m'accoutumer à regarder le monde du ras du sol. Puis je m'avisais qu'à l'inverse de mon passe-temps habituel, rien n'était plus aisé que de reporter sur plusieurs plans ce que l'on voit sur un seul. Il suffit de fixer obliquement ce qu'on veut dissocier au lieu de le regarder de champ. J'appliquais immédiatement ce procédé pour éloigner de ma figure les bottes du voyageur assis au-dessus de moi. Dans l'enthousiasme de ces exercices, je scandais mentalement, au bruit rythmé du train sur le ballast, des poèmes qui faisaient bon marché du principe d'identité lui-même. Voici la lettre. Ensuite, ça peut être intéressant de mettre directement en rapport avec la lettre de Rimbaud, celle du 5 septembre, qu'il adresse à Isambard, lettre assez impérieuse et en même temps désespérée. « Cher monsieur, ce que vous me conseillez, voilà, vous l'avez bien sous les yeux, ce que vous me conseillez de ne pas faire, je l'ai fait. Je suis allé à Paris, quittant la maison maternelle. J'ai fait ce tour le 29 août. Arrêté en descendant de wagon pour n'avoir pas un sou et devoir 13 francs de chemin de fer, je fus conduit à la préfecture et aujourd'hui, j'attends mon jugement à Mazas. Oh, j'espère en vous comme en ma mère. Vous m'avez toujours été comme un frère. Je vous demande instamment cette aide que vous m'offrîtes. J'ai écrit à ma mère, au procureur impérial, au commissaire de police de Charleville. Si vous ne recevez de moi aucune nouvelle mercredi, avant le train qui conduit de Douai à Paris, prenez ce train. Venez ici me réclamer par lettre ou en vous présentant au procureur, en priant, en répondant de moi, en payant ma dette. Faites tout ce que vous pourrez. Et quand vous recevrez cette lettre, écrivez vous aussi. Je vous l'ordonne, oui. Écrivez à ma pauvre mère, quai de la Madeleine, 5 Charleville, pour la consoler. Écrivez-moi aussi. Faites tout. Je vous aime comme un frère. Je vous aimerai comme un père. Il y a certains inconvénients à avoir un élève génial, dont celui-ci, Rimbaud, donc, qui signe de Mazas. Un demi-siècle sépare ces deux textes. Entre-temps, vous voyez que Rimbaud s'est bien installé comme un personnage de l'histoire littéraire. Et donc, il prend la parole chez Aragon.
Donc ce serait là une porte ouverte à la mise en récit de la création de 1870 que de donner à lire ce texte. Et on peut s'y engouffrer avec le matériau que nous donne Rimbaud lui-même, les lettres, mais aussi les poèmes. Alors, ce micro-roman de la fugue, micro-roman parce qu'il est, comme on peut en suivre un peu la chronique dans la correspondance, et puis parce qu'il s'inscrit aussi dans la production même de Rimbaud. On peut lui donner deux inspirations sur lesquelles je reviendrai dans mes groupements thématiques, l'inspiration politique et l'inspiration bohémienne. Alors, pour ce qui est de l'inspiration politique, c'est un courant majeur de cette production de 1870, et je commencerai par évoquer un poème qui est daté du 3 septembre 1870, donc juste avant cette lettre, et qui est un beau sonnet de Rimbaud, Mort de 92 et de 93. Je vais lire Mort de 92 et de 93. Il faut lire aussi l'épigraphe. Français de 70, bonapartiste, républicain, souvenez-vous de vos pères en 92, etc. Signé Paul de Cassagnac, Le Pays. Donc Paul de Cassagnac était la famille de Cassagnac était une famille orléaniste, ralliée ensuite au bonapartisme, et qui prenait dans ce journal, Le Pays, qui est un journal des années 1850, je crois, enfin, qui est né dans les années 1850, un bellicisme en faveur de soutien au régime. Et Paul de Cassagnac est ici attaqué. Donc cette épigraphe est ironique. On le comprend en lisant le poème. Mort de 92 et de 93, qui, pâle du baiser fort de la liberté, calme sous vos sabots, brisiez le joug qui pèse sur l'âme et sur le front de toute humanité. Hommes extasiés et grands dans la tourmente, vous dont les cœurs sautaient d'amour sous les haillous, ô soldats que la mort a semés, nobles amantes, pour les régénérer dans tous les vieux sillons. Vous dont le sang lavait toute grandeur salie, mort de Valmy, mort de Fleurus, mort d'Italie, ô millions de Christ aux yeux sombres et doux, nous vous laissions dormir avec la République, nous, courbés sous les rois comme sous une trique. Messieurs de Cassagnac nous reparlent de vous. Sonnet donc qui porte la mention, voilà, fait à Mazas souligné sur le manuscrit, fait à Mazas 3 septembre 70. Donc il y a une signification à cette datation. Mention qui peut être interprétée de diverses façons, mais qui montre en tout cas, qui est une façon de montrer le républicanisme de Rimbaud à la veille de la proclamation chaotique, vous savez, de la Troisième République. Rimbaud s'est bien retrouvé, du reste, à Mazas, où il a été brièvement incarcéré. Il a quitté la demeure familiale le 29 août 70, et le reste de l'histoire, c'est celle que raconte l'Arthur d'Aragon, le billet de train payé à moitié, et puis ensuite les difficultés exposées dans la lettre à Isambard. Donc c'est aussi un poème qui fait référence à la guerre, et Paul de Cassagnac, je l'ai dit, avait lancé cet appel-là, qui est cité dans le poème, le 16 juillet, dans cet hebdomadaire bonapartiste qui était Le Pays. Le sonnet lui-même est formé d'une longue phrase. Alors donc le poème, Mort de 92, c'est aussi une réponse sarcastique à la fin du poème à cet appel de Cassagnac. Une longue phrase qui juxtapose 5 unités inégales, avec 3 strophes qui d'abord ont un accent patriotique. Le poète apostrophe les soldats qui sont tombés lors des guerres révolutionnaires et impériales, en faisant notamment référence au châtiment de Hugo, et on sent ici une veine hugolienne, dans un courant hugolien qui traverse le poème. L'élan guerrier, progressivement, se transforme aussi en élan amoureux. Mais il y a un vers qui est intéressant, et qui condense certains enjeux du poème, qui me permettra d'aller un peu plus vite, c'est le vers 10. Mort de Valmy, si je marque la césure à la 6e, voici ce que ça donne. Donc on a un trimètre, mais
On peut le lire aussi classiquement. Mort de Valmy, mort de Fleurus, mort d'Italie. Donc le « de » ici est mis en relief à la césure. Ce serait une façon, c'est une interprétation que propose Benoît de Cornulier, qui est intéressante, d'opposer implicitement la fausse aristocratie que représentent ceux qui soutiennent le Second Empire, les messieurs de Cassagnac, à la véritable aristocratie qui est ici récupérée par les Cassagnac, qui est l'aristocratie révolutionnaire, celle des soldats morts pour la patrie. Hein, donc en mettant l'accent sur cette véritable particule qui s'opposerait à la fausse particule, en quelque sorte, de Cassagnac. Donc un poème mémoriel par lequel Rimbaud reprend ce qui est dû à la foi républicaine, c'est-à-dire la mémoire des morts révolutionnaires. Inspiration politique, donc, dans ce micro-roman de la fugue. Inspiration aussi, j'en viens à ma bohème, parce que je voudrais vraiment formuler quelques considérations, puis j'en ai parlé, ce sera l'occasion aussi de parler très rapidement de la versification. J'en viens donc à ma bohème. Je ne sais pas si j'ai besoin de le lire, je vais quand même le lire. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevés. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit pousset rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou et je les écoutais, assise au bord des routes, ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front, comme un vin de vigueur, où, rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Alors c'est l'autre pôle de ce roman de la fugue, celui qui justement évoque les fugues. Excusez-moi. Alors ce qui est intéressant avec ma bohème, j'en ai dit un mot tout à l'heure, c'est que c'est un poème qui peut paraître très couru, extrêmement connu, et pour cela même que vous pourriez être tenté même d'écarter, mais c'est un poème qui est original, hein, qui d'abord inscrit le sujet dans une histoire de la poésie. Aussi importante que la bohème dans le titre est le possessif, ma bohème, avec ce grand modèle dont j'ai parlé, qui est Henri Murger, qui avait obtenu cet immense succès avec les scènes de la vie de Bohème dans les années 1840. Ce avec quoi Rimbaud dialogue ici, c'est avec la fantaisie, c'est le sous-titre du poème, fantaisie. Notion difficile à circonscrire, qui est une notion du second romantisme, en fait, hein, goûtée par des poètes travaillée par des poètes comme Nerval, comme Gautier, bien sûr comme Banville aussi. Fantaisie, donc. Le sous-titre est également à commenter comme corde privilégiée du romantisme tardif. Hein, le grand recueil qui illustrerait, qui travaillerait cette fantaisie, ce sont les odes funambulesques de Banville, autre événement de 1857, qui en regorge, comme vous le savez. Dans les odes funambulesques, notamment, Banville avait écrit un poème qui s'intitule « La Sainte Bohème ». Avec nous, l'on chante et l'on aime, nous sommes frères des oiseaux, croissez, grands lys, chantez, ruisseaux, et vive la Sainte Bohème. Donc, je ne l'ai pas mis sur mon PowerPoint, mais vous avez ce texte de Banville, très frais, très simple, que l'on peut évoquer lorsque l'on aborde ma bohème. Et puis, ce qui est intéressant dans ma bohème, dans la continuité de la considération que je viens de faire autour de la césure, du travail de la césure dans Mort de 92, c'est justement que cette réappropriation personnelle d'une veine de la lyrique romantique, on la voit aussi dans le travail de certaines césures de ma bohème. À la fin, hein, l'avant-dernier vers, le 13e vers, si vous regardez où elle tombe, comme des lyres, je
tirait les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. La première personne, là aussi, est mise en relief à la césure. On est obligé de marquer un peu cette césure en lisant ce vers. Et donc, eh bien, il y a un écho subtil ici entre cette mise en relief et puis le possessif du titre, ma bohème. Hein, donc un poème vraiment original, qui est original aussi du point de vue de la versification, original parce qu'on voit une bohème en pleine nature. Hein, et c'est déjà en soi un trait remarquable, bien loin de la mansarde balsacienne. Autre idée pour évoquer la bohème avec les élèves, eh bien, lire pourquoi pas un extrait de cette nouvelle qui est Un prince de la bohème dans la comédie humaine. Voilà, chez Balzac, il y a une nouvelle qui s'intitule Un prince de la bohème, qui aussi cristallise tout un imaginaire romantique autour de cette bohème avec son accent circonflexe que Rimbaud respecte lui aussi dans Ma bohème. Alors, dans Ma bohème, on assiste à une sorte de sacre du poète qui s'organise autour d'une communion universelle avec la nature. Je parlais des poèmes de la nature tout à l'heure, vous en avez un autre ici. Terre et ciel, si l'on veut, avec le passage du froufrou sonore des étoiles à l'attention de l'enfant qui reçoit sur son front la rosée d'un nouveau sacre. Le front, en poésie, c'est un attribut important, un attribut physique important des poètes. Il est question dans Voyelle il y a ce vers que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux, les grands fronts studieux, attribut physique important. Le front, c'est l'intelligence des poètes. Donc, la goutte de rosée à mon front, ça n'est pas anodin. La poésie, la rosée, apparaît ici comme un don du ciel, un symbole de l'inspiration associée à la marche libre. Alors on a pu rapprocher à bon droit ce poème d'un texte, d'un sonnet comme Au cabaret vert, avec sa chope et son rayon de soleil arriéré. Alors je fais un tout petit point sur la question du sonnet, parce que ça peut aussi être une façon d'assécher le corpus que de trop insister sur les questions de versification avec les élèves. Rimbaud s'y prête tout particulièrement. Vous aurez que l'embarras du choix, en fait, pour travailler les formes fixes à partir du corpus de 1870, en particulier le sonnet, raison pour laquelle je donne quelques indications. Rimbaud, dès ses débuts, est un grand praticien du sonnet, et il en expérimente à peu près toutes les possibilités. On peut remarquer, j'emprunte ici à un autre livre remarquable pour les études rimbaldiennes, qui est celui de Michel Murat, L'art de Rimbaud. Il étudie de près ces questions de façon très technique. Donc il y a un certain nombre de sonnets dans le corpus, même une majorité. 12 poèmes tout de même. Et les sonnets de Rimbaud en 1870 sont tous des sonnets qu'on appelle libertins. C'est-à-dire que les quatrains sont construits sur plus de 2 rimes, en général sur 4. Rimes qui peuvent être embrassées, c'est le cas ici, ou bien plus souvent croisées. Alors, ça n'est pas une invention de Rimbaud, ce sonnet libertin. Baudelaire le pratique abondamment. Ça a dérouté certains des lecteurs des Fleurs du Mal. Baudelaire le pratique abondamment dans les Fleurs du Mal, de façon transgressive. Voilà, pour nous rappeler qu'il nous reste assez peu de temps. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous assommer de considérations arides sur la versification. Remarquons aussi donc, que tous ces sonnets sont en alexandrin, sauf, je l'ai dit, Rêver pour l'hiver, je n'y reviens pas. Rimbaud l'utilise dans 2 directions. Dans sa pratique satirique, la caricature, avec un poème comme L'éclatante victoire de Sarrebruck, le contre-blason, avec Vénus Anadyomène. Il l'utilise aussi dans le genre lyrique, avec les poèmes du vagabondage,
que sont Ma Bohème, Au cabaret vert ou encore Ma Maline. J'espère que j'aurai le temps d'en dire un tout petit mot. Pour ce qui est du traitement du vers, ce qui est intéressant justement, c'est pour ça que je l'ai fait dans les 2 derniers textes que j'ai abordés, c'est d'observer ce qui se joue autour du travail de la césure. Ce serait la même chose si on abordait des textes de Verlaine et même bien des textes des Fleurs du Mal. Rimbaud pratique abondamment la césure sur des mots grammaticaux, sur des pronoms personnels, des pronoms relatifs, toutes expérimentations qu'ont faites ses prédécesseurs, en particulier Baudelaire. Vous savez peut-être que lorsque Rimbaud fait part à Isambard de son admiration pour le poète des Fêtes galantes, qu'il veut lui faire découvrir, le coup de foudre entre Rimbaud et Verlaine est d'abord un coup de foudre intellectuel, et c'est peut-être le plus beau dans l'histoire. Rimbaud a vraiment reconnu Verlaine parce qu'il l'a lu, et ils se sont aimés ensuite pour s'être rencontrés, mais d'abord ce coup de foudre intellectuel, notamment pour les Fêtes galantes, et il signale à Isambard de fortes licences, dit-il, de fortes licences. Et les fortes licences, c'est un vers du poème Dans la grotte, et la tigresse épouvantable d'Hyrcanie, vers de Verlaine. Forte licence parce que Verlaine fait quelque chose qu'on ne fait pas, c'est-à-dire qu'il fait passer la césure. Enfin, sa césure est fautive. Elle coupe l'adjectif. Si on respecte l'alexandrin, eh bien, la lecture traditionnelle, cela donne « et la tigresse épouvantable d'Hyrcanie ». Donc, mais Rimbaud ne va pas jusqu'à ce type de transgression en 1870. Il les pratiquera dans sa production ultérieure. Alors, des exemples de ces césures dans des poèmes que nous avons lus. Le notaire pente à ses breloques à chiffres. Vous voyez bien ce qu'on peut en faire, là, une césure qui est, un décalage de la césure qui est mimétique. La mise en relief ou l'emphatisation du jeu. Au cabaret vert, je demandais des tartines, ou comme des lyres, je tirais les élastiques, ou alors cette césure sur la particule, appelons-la ainsi, dans Mort de 92 et de 93. Je vais synthétiser les groupements thématiques, mais c'était de toute façon moins long. Alors, si l'on en vient maintenant après ces groupements épistolaires qui permettent de tirer un certain nombre de tiroirs, on peut procéder aussi à des groupements thématiques. Les poèmes politiques d'abord. Par exemple, Rage de César, L'éclatante victoire de Sarrebruck et Le Mal. Voilà des poèmes qui présentent une certaine unité. Alors, peut-être... bon, je n'hésite pas au plaisir de lire tout de même Rage de César, qui est un des sonnets un peu intrigants du corpus. L'homme pâle, le long des pelouses fleuries, chemine en habit noir et le cigare aux dents. L'homme pâle repense au soir des Tuileries, aux fleurs, des Tuileries, et parfois son œil terne à des regards ardents. Car l'empereur est saoul de ses 20 ans d'orgie. Il s'était dit, je vais souffler la liberté bien délicatement, ainsi qu'une bougie. La liberté revit, il se sent éreinté, il est pris. Oh, quel nom sur ses lèvres muettes tressaille, quel regret implacable le mort. On ne le saura pas, l'empereur a l'œil mort. Il repense peut-être au compère en lunettes, Émile Olivier. Il repense peut-être au compère en lunettes et regarde filer de son cigare en feu, comme au soir de Saint-Cloud, un fin nuage bleu. Poème que je trouve intéressant parce que il tient à la fois de la charge anti-bonapartiste, c'est la veine poésie-châtiment de Rimbaud. Il emprunte notamment une façon d'évoquer Napoléon III qui était topique, qui se retrouvait dans la presse anti-bonapartiste et qu'on retrouve dans les châtiments, notamment la question de l'œil. L'empereur a l'œil mort. On retrouve cette notation, on retrouve cette caractérisation plutôt dans un certain nombre de poèmes des châtiments. L'homme pâle aussi, l'exténuation physique à cause des orgies, quelque chose qu'on retrouvera même... qu'on retrouve à la même époque dans les premiers romans des Rougon-Macquart, chez Zola. Donc il y a cette
cette charge anti-bonapartiste. Mais quand on regarde bien le dernier tercet, on n'est pas uniquement dans la véhémence dans ce poème. La charge est aussi peut-être un peu tempérée par une certaine pente lyrique de cette figure, et regarde filer de son cigare en feu, comme au soir de Saint-Cloud, un fin nuage bleu. On a une présentation, je trouve, un peu rêveuse de l'empereur, qui n'est pas la note principale du poème, mais enfin, qui nous montre que tout n'est pas caricature violente dans ce corpus politique des poèmes de 70, et qu'il y a aussi une appréhension d'un autre ordre, peut-être, de la figure impériale, uniquement dans ce texte. Alors, un poème plus franchement caricatural, et il faut donner au terme ses connotations visuelles, c'est l'éclatante victoire de Sarrebruck. L'éclatante victoire de Sarrebruck. Alors, Sarrebruck, c'était une escarmouche, toute petite victoire remportée par les armées impériales qui avait été montée en épingle par la propagande, et donc évidemment la mention de Sarrebruck est ironique dans le titre. L'éclatante victoire de Sarrebruck, remportée au cri de « Vive l'empereur !», gravure belge brillamment coloriée, se vend à Charleroi 35 centimes. Au milieu, l'empereur, dans une apothéose bleue et jaune, s'en va, raide sur son dada flamboyant. Très heureux, car il voit tout en rose, féroce comme Zeus et doux comme un papa. En bas, les bons piou-piou qui faisaient la sieste, près des tambours dorés et des rouges canons, se lèvent gentiment. Pitou remet sa veste et tourné vers le chef s'étourdit de grands noms. À droite, Dumanet, appuyé sur la crosse de son chasse-peau, sans frémir sa nuque en brosse, et « Vive l'empereur !» Son voisin reste quoi? Un shako surgit comme un soleil noir. Au centre, Boquillon, rouge et bleu, très naïf, sur son ventre se dresse et, présentant ses derrières, de quoi? Alors, un texte qui vise à nous égarer, parce qu'en fait, si on cherche cette gravure belge brillamment coloriée qui se vendrait à Charleroi à l'époque, on ne la trouverait pas, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Donc, en fait, c'est plutôt qu'une ekphrasis, on a affaire ici à une caricature de mots. Une caricature de mots qui joue, tout au long des quatrains, d'un écart entre la netteté du cadrage spatial, au milieu, en bas, à droite, au centre, entre cette netteté et, alors, non pas les infractions métriques, ce ne sont pas des infractions, mais la multiplication, la cascade des enjambements qui dérèglent la lecture que l'on peut avoir du sonnet. Et ici, la versification sert vraiment, le jeu des enjambements, des rejets, contre rejets, ce jeu sert à montrer la dispersion de cette armée en déroute, et son éclatement, en dépit donc de ce cadrage spatial qui est tout à fait net dans le poème. On y observerait tout un burlesque de l'infantilisation dans le sonnet, burlesque qui affecte l'empereur sur son dada, et un personnel stéréotypé, Pitou, c'est le soldat crédule, Dumanet, le Miles Gloriosus, Onésime Boquillon, à la fin du poème, est le protagoniste d'un journal satirique anti-bonapartiste qui s'intitule La lanterne de Boquillon, antimilitariste, enfin anti-bonapartiste, antimilitariste, anticlérical, qui avait été fondé en 1868. Dans les mains de ces soldats, les armes semblent être des jouets et non pas des armes. On ne s'en sert pas. Donc, on a l'impression de voir une vitrine de magasin de jouets aussi dans ce sonnet. Voilà. Alors, je vois que l'heure a tant tourné que si je m'engage peut-être encore dans une autre explication, ça fera... Ce sera peut-être un peu trop long. Et il est 12h10. Je ne sais pas si vous voulez que je poursuive avec quelques poèmes. Bon, alors, je vais essayer de choisir, peut-être quitter le terrain politique pour envisager le deuxième groupement,
l'envisager, ou en tout cas en donner simplement quelques grandes lignes, hein, les poèmes de Lèze ou les poèmes des jambes sous la table, si on prend un vers au cabaret vert. Alors il y aurait au cabaret vert et la Maline, en plus de ma bohème que j'ai déjà évoquée. Je vais peut-être finir simplement sur au cabaret vert, en lisant au cabaret vert. Au cabaret vert, 5 heures du soir. Depuis 8 jours, j'avais déchiré mes bottines aux cailloux des chemins. J'entrais à Charleroi. J'entrais à Charleroi comme une armée entre dans une ville. Donc il y a aussi des résonances entre les poèmes personnels, la lyrique personnelle, et l'inspiration politique. On n'est pas dans un poème politique, mais le vocabulaire est un clin d'œil. J'entrais à Charleroi. Au cabaret vert, je demandais des tartines de beurre et du jambon qui fut à moitié froid. Bien heureux, j'allongeais les jambes sous la table verte. Je contemplais les sujets très naïfs de la tapisserie, et ce fut adorable quand la fille aux tétons énormes, aux yeux vifs, celle-là, ce n'est pas un baiser qui l'ait peur, rieuse m'apporta des tartines de beurre, du jambon tiède dans un plat colorié, du jambon rose et blanc parfumé d'une gousse d'ail, et m'emplit la chope immense avec sa mousse que dorait un rayon de soleil arriéré. Sonnet daté d'octobre 70 et qu'on compte aussi traditionnellement au nombre des poèmes qui formeraient un cycle belge dans cette production. Un cycle belge dans la production de l'automne 1870. Tout comme ma bohème, Rêver pour l'hiver ou La Maline, il est attaché à la deuxième fugue de Rimbaud qui le mène en Belgique. Poème donc du vagabondage heureux et de la station heureuse, dans une auberge. L'auberge, c'est un lieu rimbaldien, un lieu qui reviendra dans les poèmes, notamment de 1872. Il en est question dans un poème qui s'intitule « Comédie de la soif », notamment, qui exprime une certaine nostalgie de l'auberge verte. Alors, au cabaret vert, ponctue ce micro-roman des fugues heureuses en se plaçant, comme ma bohème, sur le plan de la rétrospection. C'est un poème qui dit aussi les joies de la station, avec son enjambement littéralement porté dans le rythme. J'allongeais les jambes sous la table verte. Voilà pourquoi j'ai choisi ces vers. J'allongeais les jambes sous la table verte, avec cette expansion heureuse du corps qui fait déborder le vers de façon mimétique. Les enjambements, là aussi, sont très nombreux. Les bottines aux cailloux des chemins, tartines de beurre froid, la table verte, les sujets naïfs de la tapisserie. L'accent est mis pour dire cette aise du locuteur sur le toucher, sur le goût et surtout sur la vue, en particulier sur les couleurs, très importantes dans ces poèmes de 1870. On l'a vu dans des poèmes aussi différents que les réparties de Nina, dans l'éclatante victoire de Sarrebruck, et maintenant dans ce cabaret vert, avec son jambon tiède dans un plat colorié, avec sa diérèse expressive. Alors on voit d'une manière générale, dans un sonnet comme celui-ci, à quel point la simplicité de Rimbaud, sa naïveté, j'employais le terme à dessein tout à l'heure, et vous voyez que l'adjectif naïf revient ici, sa naïveté est évidemment travaillée. Plus le sujet est prosaïque, plus les moyens mis en œuvre sont élaborés. On le verrait même dans certains poèmes de l'album Zutique, en 1871, qui sont des exercices extrêmement virtuoses quand on feuillette, même au-delà de la production de Rimbaud, les poèmes de l'album Zutique, des exercices de pastiche, de parodie, qui déploient des trésors de virtuosité métrique pour explorer, sans mauvais jeu de mots, les sujets les plus triviaux. Donc, naïveté, simplicité travaillée, avec des moyens extrêmement élaborés. En octobre 1870, on se situe dans une période qui serait, on pourrait appeler, c'est paradoxal, mais une première maturité peut-être de Rimbaud, avec une maîtrise du sonnet qui s'affirme pleinement. Voilà, je vais peut-être en rester là pour laisser le temps à la discussion d'avoir lieu. Merci de votre attention et j'écoute vos questions.
Comment vous interprétez le début du jambon tiède de... C'est le débat. Comment Refroidi, c'est ça? Oui, c'est curieux, effectivement. Je ne sais pas quelle interprétation on peut donner. Peut-être que c'était sans doute une façon de le servir dans ce cabaret vert qui a réellement existé. Et le rayon de soleil arriéré? Bah, derrière lui, sans doute, à la fenêtre. Tardif. Vous avez cité tout à l'heure les études de Steve Murphy, qui avait rédigé quelques bouquins pour ceux qui préparaient la grecque il y a une quinzaine d'années. Et j'aimerais savoir justement, enfin, il insiste souvent sur l'interprétation ironique possible des poèmes, y compris, il me semble bien, pour ma bohème, avec le oh là là, le trou, etc. Est-ce que c'est, enfin voilà, c'est toujours un livre d'actualité? Est-ce qu'on peut toujours s'appuyer sur ces analyses? Et est-ce que c'est pas, enfin, moi j'étais plutôt convaincue, mais en écoutant des élèves passer au bac sur les poèmes de Rimbaud, j'ai vu qu'on les lisait souvent de manière non ironique. Et donc voilà, je voulais savoir si c'était une bonne piste toujours de suivre Steve Murphy. Est-ce qu'on n'a pas de risque de surinterprétation qui puisse être reproché aux élèves en s'appuyant sur ce qu'il a écrit? C'est une bonne question parce qu'effectivement, bon, disons qu'il y a, là il faut présenter un tout petit peu les études rimbauddiennes. Il y a deux types d'approches, disons, des textes de Rimbaud. Une approche plus politique et sexuelle, disons, ce serait l'école de Steve Murphy, et puis une approche plus attachée à une interprétation vraiment textuelle et poétique des textes, plutôt portée par le maître d'œuvre de la Pléiade, qui est André Guyot, qui est moins actif sur Rimbaud depuis un certain temps. Alors, si le risque de surinterprétation existe, hein, et c'est vrai que quand on regarde la façon dont Steve Murphy envisage ses poèmes de 1870, dans bien des textes, il voit des sous-entendus sexuels, hein, explicites, qui ne sont pas toujours forcément le dernier mot du poème. Je ne suis pas toujours pleinement d'accord hein, avec ces interprétations sexuelles, notamment pour l'éclatante victoire de Sarrebruck, présentant ses derrières, par exemple. Vous voyez ce que ça peut susciter comme type d'interprétation. Moi, je serais plutôt d'avis quand même de les livrer aux élèves en les mettant en garde, mais pas, enfin, sans trop les accentuer, parce qu'effectivement, la formation des élèves a plutôt tourné autour d'interprétations plus neutres des poèmes, je pense, plus traditionnelles. Mais il faut dire aussi que sur ces poèmes de 70, il n'y a pas énormément d'études convaincantes. Il y a deux livres de Steve Murphy. Le premier, l'apprentissage de la subversion, deux livres de 1990 déjà, l'apprentissage de la subversion et Rimbaud et la ménagerie impériale, qui insiste beaucoup sur l'influence de la caricature. Et puis il y a Stratégie de Rimbaud, qui est un livre plus récent, qui est intéressant, mais c'est intéressant pour la préparation. Et ensuite, ça peut aussi être des questions des élèves, hein, quand vous proposez une interprétation trop sexuelle, trop ouvertement sexuelle des textes. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas trop insisté aussi dans la présentation que j'ai faite. Bonjour monsieur. À propos de sexe, justement, mes collègues me disent que les histoires de lacets là, les élastiques dans ma bohème seraient une description d'une petite masturbation. Qu'en pensez-vous? Oui. oui. J'aurais pu prendre cet exemple. Voilà typiquement ça peut se défendre, hein. Il me semble que ça peut se défendre. C'est partie des interprétations possibles. C'est pas forcément, comment dire, c'est pas explicite, mais effectivement, je pense que Benoît de Cornulier va dans cette direction, Steve Murphy aussi, hein, parce que en réalité, voilà, voilà un des excès qu'on peut avoir en lisant Rimbaud, c'est que effectivement, le cœur dans la langue argotique de l'époque et l'autre argotique et poétique est l'autre nom du sexe masculin. Donc dès que certains exégètes voient le mot cœur, ils s'imaginent qu'il est question de scènes sexuelles. Pour ma bohème, ça ne me semble pas être l'interprétation la plus évidente. Mais il y a bien des fois, évidemment, mon triste cœur bave à la poupe, etc. Bon, ça, en 1871, et dans ce poème-là, effectivement, il y a une interprétation sexuelle. Il est clair que là, le cœur a le sens que beaucoup de poètes lui donnent de façon subversive à l'époque. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question sur l'usage du tiret.
Alors ça, c'est une question intéressante aussi, parce qu'il y a un tic d'époque et qui dure dans la poésie française et dans la prose aussi. Et alors, ça, bon, j'étais à la Bibliothèque nationale il y a quelques jours et pour consulter justement le Corsaire Satan dans le cadre d'un travail que je fais sur Baudelaire, qui a collaboré à ce petit journal satirique. Et je tombe sur un article, c'est un journal satirique, qui se moque de la prolifération du tiret dans la prose et dans la poésie. Donc là, on est dans les années 1840. Donc j'ignorais que ça remontait même aussi haut. Et donc Rimbaud est tout à fait tributaire, en réalité, de cet usage un peu exagéré qu'on peut faire du tiret. Moi, il y a un autre poète sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui est plus tardif, qui est Victor Ségalen. C'est une invasion de tirets sous la plume de Ségalen, des tirets qui remplacent les points, même très très souvent. Il n'y a pas de point, mais il y a un tiret pour conclure la phrase. Donc il faut regarder ensuite dans le détail ce que ça signifie. Rimbaud ne le fait pas gratuitement, mais il y a quand même un phénomène d'époque aussi. C'est pas propre à Rimbaud. Parce que moi, j'avais l'impression qu'il y avait quand même assez souvent une rupture de ton, une rupture d'énonciateur. Oui. Enfin, ensuite, en fonction du... Il n'y a pas d'effet gêné. Enfin, il y a un effet de rupture, effectivement. Le tiret, c'est ni le point, ni la virgule. C'est entre les deux. C'est aussi un moyen rythmique, en fait. Un moyen de structurer la lecture du poème. Il y en a un usage remarquable jusqu'à la fin de la production littéraire de Rimbaud. Dans les Illuminations aussi, le tiret. Si vous voulez voir l'usage dont vous parlez, on pouvait regarder dans le poème qui est traditionnellement placé en tête des Illuminations, qui est Après le déluge. Là, à la fin d'Après le déluge, vous avez un usage surexpressif du tiret. Bon, il y a une invocation au renouveau du déluge. Bonjour. J'avais une question par rapport au choix de cet ensemble de 1870 par rapport à l'intitulé Émancipation créatrice. Est-ce que vous pensez que l'ensemble de ces poèmes, on peut justifier auprès des élèves que tous sont témoignages d'une émancipation créatrice quand on compare avec Une saison en enfer ou des poèmes ultérieurs? Est-ce que vraiment l'ensemble des textes, ou est-ce qu'il y en a qu'il faut qu'on mette un peu de côté en disant qu'ils sont plus reprise d'une tradition, exercice scolaire, comme vous l'avez signalé, etc. Oui, on rejoint un peu le problème du recueil ici, ou du non-recueil. C'est-à-dire qu'il y a aussi, on ne peut pas ignorer que les inspirations soient diverses. Un poème comme Bal des pendus, par exemple, pas simple à intégrer à ce parcours d'émancipation créatrice. Je pense quand même que la plupart y répondent, parce qu'il y a plusieurs sens qu'on peut donner au sens d'émancipation pour Rimbaud. Émancipation existentielle, émancipation esthétique, émancipation idéologique. Donc si on prend ces différents biais, quand même, la plupart des poèmes me semblent répondre à l'intitulé, mais après, je pense que vous n'aurez pas scrupule à en écarter quelques-uns. Bal des pendus, oui. Même Le Forgeron, alors pour l'inspiration politique, c'est un poème qu'on peut étudier, mais qui n'est pas le meilleur poème de Rimbaud, qui est long, sans doute très indigeste pour les élèves.